Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Yoliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Yoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité est un ancien ambassadeur du Mali en Inde. C'est aussi un homme très engagé pour la collectivité. Quand on parle là, de Willy Sebougou, tout de suite, ce nom revient. Donc, vous l'aurez compris, notre invité est Yé Samake, qui est aussi le président d'honneur du PACP. Le PACP, c'est le parti pour l'action civique et patriotique. Et Samake, bonsoir. Bonsoir, merci, monsieur Atayer. Merci de répondre à notre invitation. Je suis très heureux de l'invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Oui, ils sont nombreux qui demandent de vos nouvelles, les Maliens et les Maliens et les Maliennes qui demandent de vos nouvelles. Qui demandent, donc, passez à Iye Samake. Ouais, dites-leur merci de cette empathie et cette sympathie. C'est toujours un plaisir de partager mes opinions avec l'audience de cette grande chaîne de télévision nationale, de télévision du Mali, de toute façon. D'accord, oui, allez-y. Oui, Dieu se porte bien. Ça va. Moi, je vais très bien. Je me porte d'ailleurs super bien. Une magnifique santé et une joie de vivre qui continue. C'est vrai que je me soucie énormément du bien-être des populations du Mali, que je considère dans chaque région du Mali comme mes frères et mes sœurs. Et donc, dans cette période de canicule, dans cette période de coupure intempestive d'électricité, j'ai toujours une pensée forte pour mes compatriotes. Et je suis toujours à la recherche de solutions pour les maux, les problèmes de la cité. C'est ça aussi notre engagement. Le Mali sera à l'image de ce que nous en faisons. Nous sommes les Maliens. Le Mali s'est investi en nous. Nous a formés, nous a éduqués, nous a soignés, nous a protégés. Alors, en retour, nous devons beaucoup à ce pays. Okay. Et donc, je suis prêt à servir le Mali à tout moment. Oui, vous êtes prêt à servir le Mali. Oui, c'est beaucoup pour parler de vous. Vous êtes, j'ai dit que vous êtes très populaire. Oui, c'est beaucoup. C'est quoi votre secret là-bas? Bon, le secret, c'est le service. Okay. Diriger, c'est servir. Vous savez, l'amour, c'est deux choses combinées. Le temps et le service. Quand on sert les gens, nous manque bien. Ni nous manque à bidon. Donc, c'est vraiment c'est vraiment l'objectif et le but même de ma vie sur terre, c'est de servir. Dieu nous a donné suffisamment et en reconnaissance de tout ce que le bon Dieu a fait pour nous, nous retournons servir. Et donc, c'est vraiment ce qui m'anime. Ok, d'accord. Maintenant, avant d'aborder les questions d'actualité, votre agenda personnel, est-ce que, parce qu'on sait que vous voyagez beaucoup, et voilà, et en ce moment, il y a même un voyage qui est prévu lundi. Tous ces voyages, c'est aussi pour servir le peuple malien, oui? Absolument, absolument. Je viens tout juste du Qatar, où j'ai accompagné le fils du shérif Ousmane Malani Haïdara, shérif Ahmed Tidjan Haïdara, dans une grande conférence internationale sur le dialogue interreligieux, interconfessionnel, surtout focalisé sur l'impact des religions sur la vie familiale. Et donc, de là-bas, avant d'aller là-bas, j'étais à Zurich, dans une grande conférence, un symposium sur la bonne gouvernance, mais aussi sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'exploration minière. Et donc, c'est un sujet très important pour le Mali, étant un pays à forte production minière. Donc, de Zurich, je suis allé à Dakar pour passer quelques jours et faire des rencontres. Et je suis à Bamako, particulièrement à Ouelessebougou, mais je viens de temps en temps à Bamako.
D'accord. Hier, vous êtes aussi quelqu'un qui suit l'actualité politique de près, et puis vous-même politique. Et tout dernièrement, il y a eu le dialogue national, le dialogue inter-malien. Il y a eu des recommandations. Qu'est-ce que vous, vous retenez de ces différentes recommandations-là? Bon, vous savez, quand j'ai écouté le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, chef de l'État, pendant son discours d'ouverture et son discours de clôture, et quand j'ai lu les recommandations, j'ai vu une dichotomie, une divergence de vues. Je me suis dit, en écoutant le président de la transition, on s'est dit qu'il a souci réellement de voir le Mali réconcilié. On voit la sincérité qu'il met dans l'organisation d'un tel dialogue depuis en fait la première initiative, quand ça a été dit pour remplacer l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Okay. Et c'est pour ramener les Maliens à la même table, entre nous-mêmes, discuter de notre problème, laver notre linge sale à la maison. Malheureusement, non seulement la procédure, la méthode, mais aussi quand on regarde les participants, on s'est dit que le discours, l'objectif et la réalité ne sont pas en phase. D'abord, ce dialogue était un dialogue entre les partisans du pouvoir, les partisans de la transition, ceux qu'on a estimé être les partisans. Parce que nous autres, nous ne sommes pas contre cette transition. Nous sommes pour la réussite de la transition, nous sommes pour le bien-être du peuple malien. Nous sommes pour des valeurs et des principes de démocratie qui sont universels. Et donc, ma compréhension est que on ne peut pas vouloir réconcilier les Maliens en les divisant. Et trouver des bons Maliens et des mauvais Maliens, trouver des Maliens qui peuvent aller à un dialogue et d'autres Maliens qui ne sont pas autorisés à participer à un dialogue. Je dis cela parce que juste avant le dialogue, les partis politiques ont été suspendus des activités. On ne peut pas rassembler en écartant. Et donc, suspendu de les activités, les partis politiques, aucun parti n'a été invité, à ma connaissance, je vais être plus humble, n'a été invité en tant qu'acteur politique, en tant que parti politique à participer aux sessions, aux travaux du dialogue. Et donc, d'emblée, nous avons écarté des composantes. Ensuite, les groupes armés n'ont pas été présents. Bien entendu, les mouvements signataires non plus n'étaient pas invités. Et donc, nous nous retrouvons dans un monologue. Parce que, bon, on dit dialogue quand il y a des divergences de vues. Mais c'était vraiment un dialogue incolore, uniforme, où il n'y avait pas de divergence. Et donc, cela ne peut pas produire ce que le président de la transition avait espéré être une solution à la crise multidimensionnelle que connaît le pays. Nous lui reconnaissons sa bonne foi, parce qu'on ne peut pas organiser ce dialogue-là dans l'objectif de diviser. Mais la pratique a fait que le comité de pilotage présidé par le Premier ministre Maïga, que je respecte énormément, qui est un homme de valeur, c'est vrai que souvent le contrôle échappe. Moi, je me dis que ce ne peut pas être l'objectif. Le résultat qu'on a vu est systématiquement différent de l'intention et surtout même de l'objectif que le dialogue s'était donné. Cette réconciliation, pouvons-nous dire aujourd'hui qu'après ce dialogue, est-ce que les Maliens sont plus réconciliés? Pouvons-nous dire aujourd'hui qu'après ce dialogue, que toutes les composantes ont participé?
Maintenant, le plus important pour nous, Maliens, aujourd'hui, le dialogue a produit certaines recommandations. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Chaque fois qu'il y a une opportunité d'améliorer la gouvernance de cette transition, chaque fois qu'il y a une opportunité d'aller vers un Mali réconcilié, il faut saisir ces opportunités. Et donc, je dis cela parce que il y a eu beaucoup de contradictions. Certaines recommandations, par exemple, qui sont contradictoires. On a demandé à la transition on a demandé la prolongation de la transition. Et en même temps, on a suscité la candidature du président. Qu'est-ce qu'il veut la réalité? Quels sont les objectifs spécifiques visés par ces recommandations? Qu'est-ce qu'on veut? Quand on dit nous voulons que la transition soit prolongée, ça veut dire que nous n'avons pas atteint les objectifs assignés à la transition. Ça veut dire que la transition n'a pas pu atteindre les instructions de la charte et même des assises qui ont tracé un peu des instructions pour la transition. Ça veut dire que quelque part, il y a eu un échec. Le temps imparti, nous n'avons pas pu accomplir l'objectif qu'on nous a assigné, les missions assignées à la transition n'ont pas été atteintes. Cela est une déclaration de résignation. Maintenant, on veut répartir, on veut rebondir. Dans ce élan de rebond que le président a saisi pour se donner et donner une autre légitimité à la transition qui est venue à expiration, sans aucun doute. Les 24 mois assignés sont venus à expiration. Comment faut-il rebondir? Comment faut-il répartir? Comment éviter le vide juridique ou le vide légitime que nous vivons aujourd'hui? Donc le dialogue devait se souscrire dans cet objectif, dans cette direction. Et donc malheureusement, j'ai comme l'impression que les instructions du président de la transition n'ont pas été suivies. Ils se sont plutôt focalisés sur l'image de la transition plutôt que l'impact de la transition. Quel impact voudrions-nous que cette transition puisse offrir au peuple malien? Quelle refondation, quelle réforme politique aurions-nous souhaité? Plutôt que de porter, comment on dit, un plus grand intérêt à l'image de la transition. Est-ce que vous êtes en train de dire que ceux qui ont fait le dialogue intermalien avaient juste pour souci de sauver la transition, peut-être? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire, ou bien leur priorité c'était plus le maintien de la transition que le véritable dialogue? C'est ce que vous êtes en train de dire? Bon, vous savez, quand un dialogue se fait sans contradiction, le résultat est généralement en deçà des attentes. Ce dialogue, bien entendu, a manqué de contradiction. De la contradiction jaillit la lumière. Et donc cette lumière a manqué. Et donc c'est vrai que l'objectif était connu. C'est-à-dire réconcilier les Maliens, c'est-à-dire donner un nouveau souffle à la transition. Le président, je l'ai dit, et je crois fermement que ses intentions, selon le discours qu'il a prononcé à l'ouverture et à la clôture, on se rend compte qu'il a sincèrement, ou qu'il avait sincèrement envie d'aller à un dialogue ouvert, à un dialogue inclusif, et qui regroupe les Maliens pour formuler des recommandations pour consolider le reste de la transition. Cependant, nous demandons la prolongation de la transition et en même temps nous suscitons la candidature, c'est-à-dire l'élection
présidentielle et à laquelle Assimi, l'homme politique, sera candidat. Ce ne serait plus Assimi le militaire, ce ne serait plus Assimi le président de la transition, ce sera Assimi l'homme politique candidat à une élection présidentielle. On suscite cela. Et donc je trouve en cela une forte contradiction, un conflit. Parce que ça veut dire que les Maliens s'entendent sur la prolongation de la transition pour donner plus de chances de réussite à cette transition qui a failli dans un premier temps. D'ailleurs, je dirais dans un second temps. Et donc, nous avons donné, c'était l'occasion de donner une troisième vie à la transition. Et donc, quand tu dis cela, tu évites d'inviter ou de susciter la candidature de l'homme providentiel que les Maliens espèrent et semblent avoir. Et donc, je dis, la gestion d'un pays, souvent, c'est au-delà des dialogues, des discours, des assises. Ce ne sont pas des mécanismes de gestion d'un pays. Notre pays a des organes de gestion. Notre pays a des institutions, ou avant la transition, nous avons des institutions de la République qui constituaient les outils pour la gestion, la résolution et l'atteinte des aspirations, la résolution des grands problèmes, mais aussi l'atteinte des aspirations du peuple malien. On ne peut pas s'accommoder à des assises qui ne font nullement partie de l'architecture des arrangements institutionnels du Mali pour sortir ce pays dans le profond ou dans la profonde crise que nous connaissons aujourd'hui. D'accord. Oui, est-ce que vous êtes, vous, favorable à ces recommandations-là et des colonels, les colonels coup d'État qui doivent être des généraux, susciter la candidature du président, le colonel Assimi Goïta, et puis ensuite aussi proroger la transition. Est-ce que vous retrouvez dans ces recommandations? Le dialogue, vous dites que le format n'est pas bon, il y a beaucoup de contradictions, c'est un monologue, mais maintenant, les recommandations du dialogue, est-ce que vous vous retrouvez aussi dans ces recommandations-là? Je l'ai dit, imaginez-vous quand un dialogue suscite la candidature d'un individu, quand un dialogue cible quelques individus et propose de les grader en généraux. Vous vous rendez compte que ce n'est pas leur qualité ou attribution. Dieu merci, ce ne sont que des recommandations. Alors, nous ne pouvons qu'aujourd'hui nous en prendre à la bonne foi, au sens de discernement des autorités actuelles pour prendre des décisions justes, pour prendre des décisions qui mettent le peuple malien au devant et au centre, et des décisions qui vont bénéficier, améliorer la gouvernance et des réformes significatives qui vont faire en sorte que le Mali sortira de ce cycle infernal de coup d'État. Que après Assimi, que même si le diable voulait faire le coup d'État comme dirait l'autre, qu'il en soit dissuadé. Et donc, depuis le début de cette transition, c'est ce que nous tentions d'alerter. On a dit, faisons attention. Si nous voulons que la transition réussisse, il faut le faire sur des bases et des fondements réels. La mise en place des organes doit suivre des procédures universelles de transparence et d'équité. On est parti, on a mis les organes en place, notamment le CNT, dans des conditions que nous connaissons. Et donc, quand tu construis ton château sur du sable mouvant, l'eau l'emportera. Et donc, ces mauvaises décisions de début, vouloir mettre les hommes qu'on veut plutôt que les hommes qui peuvent, ont fragilisé la fondation de notre transition. Mais nous ne pouvons pas demeurer seulement sur les faiblesses. Il faut renforcer ces faiblesses-là,
Et il faut accompagner les acquis pour que nous puissions sortir de cette transition. Le Mali ne prévoit pas être géré par une transition. Si les recommandations prévoient que Assimi soit candidat le plus rapidement possible, allons-y à l'élection. C'est vrai, je l'ai toujours dit, ce n'est pas mon avis. En tant que frère, j'ai toujours proposé mon conseil que ce n'est pas bon pour lui, ce n'est pas bon pour le Mali. Okay. Mais on sait ce qu'on sait. Moi, ce que je sais est peut-être inférieur à ce qu'il sait et qu'il décide de se présenter. Quand cela ne tienne, allons à cette élection. Okay. Si les gens pensent que le peuple malien est entièrement derrière Assimi, ce serait comme par la poste. Il passera à l'élection présidentielle. Okay. Mais pourquoi nous retenir? Pourquoi maintenir le Mali dans cette impasse? Nous pouvons faire mieux. Nous pouvons réellement faire mieux. Mes propos, ce n'est nullement parce que je suis assoiffé de pouvoir. Si on me dit, yeah, tu n'es pas candidat demain, je ne vais pas en mourir. Okay. Mon ambition, c'est de servir le Mali, où que ce soit, dans ou en dehors du gouvernement, et c'est ce que je continue de faire. Je n'ai jamais baissé le bras parce que je ne suis pas ministre ou membre du CNT oui. ou gouverneur quelque part ou ambassadeur quelque part. Oui. Mes efforts continuent. Mon soutien au peuple malien demeure et demeurera. Rien ni personne ne peut me décourager au service de la nation parce que le Mali nous a tout donné. Ok. Mais si vous devez faire un bilan déjà de la transition, vous dites qu'il faut sortir de la transition, mais peut-être avant même de sortir, si on fait un bilan, est-ce que pour vous, ce bilan-là, il est positif, il est reluisant? Le bilan d'une transition, c'est sa réussite à organiser des élections et le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'on appelle la réussite d'une transition. Dès lors qu'on n'a pas atteint cela, dès lors que les délais impartis sont passés sans atteindre les objectifs et les missions, on peut en tirer les conclusions. Mais il est important que l'on sache que le Mali ne peut pas demeurer en dehors du concert des nations. Que le Mali ne peut pas se développer dans une bulle où nous nous répliquons sur nous-mêmes. Ce repli n'est pas en faveur de la fourniture des services sociaux de base, notamment l'électricité, notamment la santé, l'éducation et autres. Nous avons un besoin d'interaction avec le reste du monde. Nous avons un besoin de collaboration et de coopération avec le monde entier. Et donc, passons à la norme. Évitons de rester longtemps dans l'exception. Comme je l'ai toujours dit, plus ça dure, plus c'est dur. Et ce n'est rien de méchant. Je ne dis pas ça parce que je suis contre telle ou telle personne. Oui. Je le dis simplement parce que j'ai l'amour de ce pays. À un certain moment donné, dire la simple phrase « plus c'est dur », me valait des insultes et des injures. Oui. Mais je prenais la peine de le dire néanmoins, d'alerter face à ces agressions verbales. Oui. Ce n'est pas parce que je veux être insulté, c'est parce que je veux proposer. Et donc, nous constituons une force de proposition et pour que le Mali puisse être le meilleur des nations. C'est notre ambition. D'accord. Oui, parlons du train de vie de l'État. Est-ce que pour vous, il y a des chiffres, 24 millions pour l'agenda au niveau du cabinet de la primature, l'alimentation et l'entretien, plus de 99 millions de francs CFA, et plus aussi le 8 mars, au niveau de l'enseignement supérieur, 15 millions de francs CFA, pour ne citer que ceci. Est-ce que pour vous, le train de vie de l'État dans ces périodes difficiles, le contexte est difficile pour le Mali, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Bon, vous savez, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que pour que la transition réussisse, il faut que les ressources soient utilisées de façon équitable, de façon juste. Okay. Ça, c'est pour l'image de la transition, c'est pour l'héritage de la transition. Et donc, si nous ne parvenons pas à gérer les ressources, et naturelles et humaines, c'est de l'inefficacité à commencer.
Et j'ai un aspect, une façon de voir un peu religieuse dans cette affaire. Dans la gestion de l'État, Dieu existe. Fartalem, Firiato, faisons tout pour ne pas abuser de tout cela. Dieu existe. Si nous croyons cela, Muso Firiato ka hake, Demseni orphelin, Falato ka hake, Niyo dun, ko fente boala, fembe boala. Et faisons beaucoup attention. En dehors de l'aspect religieux, spirituel, il faut aller à la gouvernance de l'État. Le pays, nous confions nos ressources à des gens pour qu'ils puissent faire de 50 francs CFA le résultat de 200 ou 300 francs CFA. Mais si avec 50 francs, nous avons un résultat de 3 francs, alors il y a problème. Et donc, cette efficacité qui manque joue contre la transition. Et à long terme constituera le talon d'Achille de la transition. Ce n'est pas le moment pour des autorités nommées d'accumuler toutes ces ressources-là en une période aussi courte, mais aussi en une période aussi critique de la vie de la nation. Ayons pitié du Mali. Mais il faudrait aussi que le chef de l'État puisse prendre des décisions résolues pour combattre ces abus. C'est connu de tous. Nous savons tous aujourd'hui, c'est des écrits, c'est des lignes budgétaires qui sont là, votées par des gens qui ne sont pas élus et qui eux aussi ont seulement l'ambition de s'enrichir. Et ça fait honte, mais c'est très grave aussi. Ça contribue aujourd'hui à affaiblir notre transition. Et rien n'affaiblit la transition que le sentiment d'injustice, que le sentiment d'inéquité. Et donc, nous en appelons au chef de l'État, au président de la transition, de mettre une pression énorme sur ses collaborateurs choisis par eux-mêmes, qui sont en train de le faillir. Et donc, il faut réellement durcir et avec plus de rigueur le contrôle de l'État sur l'utilisation des ressources. Ça ne fait aucun sens. Ok. Oui, le Conseil national de transition, le CNT, il y a aussi cette histoire d'indemnité illégale. Vous avez suivi cette affaire. Est-ce que ça vous révolte? Énormément. Souvent, je me lève en pleine nuit pensant à ces gens-là. Une opportunité énorme qu'ils ont pour affecter la vie de la nation. 22 millions de personnes, leur destinée est entre leurs mains. Ils en abusent. Ils en jouent avec. On peut faire beaucoup mieux. C'est révoltant. C'est regrettable. Mais ironiquement, c'est une réalité. Et que des gens puissent sortir pour défendre cela. Le combat qu'on a mené pour améliorer la gestion, la gouvernance. Et notre seul argument est que nous avons trouvé cela et il fallait maintenir cela. Nous avons trouvé le vol, nous avons trouvé l'abus, nous avons trouvé tous les maux. Il faut en abuser soi-même. Ça, ce n'est pas un argument. Ça ne passe pas. Et donc, je pense que dans un état normal, des gens qui s'adonnent à des abus de ce genre, à de l'enrichissement illicite de cette façon, sont redevables, rendent compte. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une transition qu'il faut relaxer ce compte-rendu. Et donc, de façon ultime, c'est le chef de la transition, c'est le président de la transition qui est interpellé.
que ses représentants, en tant qu'autorité de nomination, et du Premier ministre, et des membres du CNT, et qu'il les rappelle à l'ordre, que le gouvernement travaille de façon efficace, que le train de vie de l'État reflète le sacrifice consenti par le peuple malien. J'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui perdent leur emploi aujourd'hui pour manque d'électricité. Ces fonds colossaux détournés peuvent servir au moins à alimenter les groupes électrogènes pendant 1 mois, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pour étendre la durée de vie de certaines entreprises maliennes. Mais qu'est-ce qu'on fait? De façon irresponsable, on continue à brader les ressources de l'État. Quand est-ce que le Mali Koura tamponné, verra le jour? Je ne vais pas dire tout ceci pour dire que la transition, c'est pour répondre à une question, mais nous ne sommes pas en train de dire que toute la transition est négative. C'est vrai qu'il y a des manques à gagner, c'est vrai, mais il y a aussi des résultats, notamment l'achat d'équipements pour les militaires, l'effectif des militaires. Tout ça, et même la présence aujourd'hui du Mali à Kidal. Kidal, entre les jurons de l'État. Ce sont des faits remarquables. Mais ça ne suffit pas d'avoir une armée forte quand le peuple n'a pas à manger, quand les maigres ressources sont accumulées par une petite minorité. Cela n'est pas juste. Il faut qu'on ait le sens de service. Il faut l'imposer à ceux qui n'en ont pas, ou les écarter de la gestion de la chose publique. Nous ne sommes pas tous obligés d'être au CNT, d'être dans le gouvernement ou dans les instances, dans les organes de la transition. Nous avons tous devoir de servir le Mali, de faire ce que nous pouvons. C'est vrai que les hommes ont des compétences différentes. Allez-y. Mais il faut certainement imposer à tous que nous puissions nous unir derrière le Mali. Pas derrière un homme, derrière un idéal, derrière notre patrie. Chaque Malien a ce devoir-là et le président peut nous motiver, nous inspirer au respect du bien public. D'accord. Oui, parlons de l'EDM, l'énergie du Mali. À un moment, on a parlé du soutien de la Banque mondiale pour venir en secours à ce secteur aujourd'hui en souffrance. Et même si certains pensent que ça contredit un peu la logique souverainiste que le Mali a réclamé depuis ou veut assumer depuis un certain moment. Qu'est-ce que vous pensez déjà de l'EDM, la situation de l'énergie du Mali, les délestages qui continuent, et puis aussi dire ce soutien de la Banque mondiale à l'épreuve de la souveraineté? Vous savez, je le disais à Zurich dans un grand symposium que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs, c'est la collaboration. On ne peut pas couper le fil conducteur, ce qui nous lie en tant qu'acteurs de la coopération entre les nations. Je disais que le problème n'est pas sectoriel. Le problème est un ensemble. D'abord, la gouvernance. L'EDM est affecté profondément par une mauvaise gouvernance. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais puisque nous sommes dans la perspective de Mali Koura, on aurait souhaité voir un peu de changement, mais aussi un peu de résultats. Mais malheureusement, il y a une forte régression dans ce domaine spécifique. Je l'ai toujours dit, nous ne sommes vraiment pas condamnés à l'obscurité. Il y a des solutions
moyen terme, court terme et même à long terme. Aujourd'hui, j'avais proposé que l'État désengorge la ligne de distribution de l'EDM pour mettre cela au service des plus démunis et des entreprises. Comment faire cela? Il faut plutôt subventionner l'installation des systèmes photovoltaïques, c'est-à-dire l'énergie solaire. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'État n'en a pas les moyens de subventionner parce que nous n'avons même pas les moyens de fournir des carburants pour les... Mais à long terme, on ne peut plus continuer avec l'énergie thermique. Le coût est très élevé. Dans ce monde du XXIe siècle, il y a des solutions moins coûteuses qu'il faut entreprendre. Il faut aller à l'innovation. Je disais tantôt, nous sommes amis avec les Turcs. Il y a un Malien que j'ai rencontré au Sénégal qui a été à la source pour l'approvisionnement de l'électricité dans certains pays voisins. Le Sénégal ne produit pas l'ensemble de son besoin énergétique là-bas. Ils ont concocté des partenaires qui existent pour le Mali. Notre solution, la solution à notre problème énergétique passe par la Côte d'Ivoire. C'est la solution la plus rapide, c'est la solution la plus efficace parce que nous avons déjà une ligne de transmission de la Côte d'Ivoire à Bamako. Alors, il faut mettre ce que les Turcs appellent pay and plug, c'est-à-dire des bateaux thermiques qui sont sur le fleuve, sur l'océan ou la mer, qui permet en un temps record d'alimenter tout un pays. Et donc, le Mali peut avoir accès à ça. Puisque nous n'avons pas de mer chez nous, la Côte d'Ivoire est le pays voisin le plus stratégique, puisque nous ne pouvons plus aller reconstruire une autre ligne de transmission qui coûte des centaines de millions de dollars. Je le dis en connaissance de cause, ayant négocié le financement de la ligne de transmission entre la Côte d'Ivoire et le Mali par l'Inde, à coût de centaines de millions de dollars. Et donc, nous avons déjà cette infrastructure existante. Nous n'avons pas besoin d'aller recréer la solution avec la Guinée ou avec un autre pays voisin. Puisque déjà nous avons une ligne de transmission qui existe en Côte d'Ivoire. Il suffit d'avoir cette coopération commerciale avec la Turquie pour que nous puissions avoir accès à cette technologie de fourniture ou de production d'électricité. Mais notre problème ne se limite pas à la production. Il y a le problème, la problématique de distribution. Il y a les lignes de distribution aujourd'hui sont vétustes et il faut l'extension des lignes de distribution. Tout ça dans le moyen et long terme. Et donc, la Banque mondiale, c'est vrai, ça ne tient pas le discours souverainiste. Ça ne tient pas le discours nationaliste. C'est vrai, c'est populaire. Le populisme a gagné du terrain au Mali. Mais le réalisme l'attrapera à coup sûr. Il faut être réaliste. Il faut être pragmatique dans la gestion de l'État. Notre objectif, ce n'est pas pour plaire. Notre objectif, c'est le résultat. C'est de pouvoir alléger la souffrance de nos compatriotes. C'est de faire en sorte que le Malien ait accès à l'eau potable, accès aux soins de santé de qualité, à une éducation de qualité, à l'électricité. C'est ça l'impact. Mais aussi, la sécurité compte énormément pour un pays. Oui. D'accord. Oui, maintenant parlons du livre polémique, le livre
de Choguel Kokala Megal, le Premier ministre du Mali. Hein, j'ai dit livre polémique parce que c'est un livre qui fait parler, parler de lui. Et plusieurs acteurs du mouvement démocratique sont sortis pour répondre, et puis à d'autres personnes aussi, pour répondre à quelques paragraphes du livre du docteur Choguel Kokala-Mega. Vous, vous avez parlé du livre, oui, c'est ça? Oui. Non, je n'ai pas parlé du livre. Okay. J'ai parlé de la démission de Choguel Kokala-Mega. J'ai invité... Ah oui, vous avez même mis une ancienne image de vous. Oui, c'était une image d'illustration. Je ne suis pas un ennemi de Choguel. Okay. Je sais que des gens en ont pris à mal, mais ils n'ont pas lu le texte. Okay. Ce que je dis n'avait absolument rien à voir avec le contenu du livre. Je n'ai pas lu le livre et peut-être que je ne le lirai même pas. Okay. Parce que ça ne me concerne pas ce qui est gênant dedans, pour moi et pour notre pays, c'est qu'au moment où le président de la transition appelle à un dialogue intermalien, appelle à l'apaisement, appelle à la réconciliation, le Premier ministre sort un document qui touche à tout le monde, qui insulte tout le monde. Le timing n'était pas du tout approprié. Et donc, pour cela, il devient contre-productif. Les livres, des gens en ont écrit partout. Si c'était la mesure du leadership, Moussa Mara aurait été le président le plus efficace du Mali. Serait le président le plus efficace du Mali. Il a écrit plus de livres que Choguel. Pourtant, on ne s'attaque pas à lui parce qu'il n'a pas écrit ces livres-là pendant que nous étions en train de lui payer, de le nourrir, de le loger, de résoudre nos problèmes qu'il ne parvient pas à résoudre. C'est là le problème. Les attaques, la controverse ne peut pas être un instrument de gestion d'un pays en crise. Pour des gens qui s'attendent au rassemblement, c'est cette déception qui m'a poussé à interpeller l'autorité de nomination pour prendre les dispositions utiles pour mettre fin à ces errements. La gestion de l'État, ce n'est pas une institution une université, j'allais dire. Okay. Il faut comprendre la mesure des difficultés que vit ce pays. Il ne faut pas que pendant que certains travaillent à l'apaisement, à la réconciliation, que d'autres, au même moment, s'invitent dans l'invective. Okay. Et c'est cela que je n'ai pas apprécié. Et que le Premier ministre Choguel Maïga sache que je ne suis pas contre lui. Je ne suis nullement... Tout ce que je dis, je le dis sincèrement en pensant au Mali. Souvent, ça peut offenser. Souvent, ça m'arrive de dire des propos. Mais je réalise que nous sommes à un tournant de notre vie où nous devons apaiser même le discours que nous prononçons, même le débat public que nous disons. Il faut apaiser le ton. Il faut inviter à la réconciliation. Il faut inviter au rassemblement. Ok. Oui, on est pratiquement au dernier virage ou pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un message pour les Maliennes et les Maliens qui nous regardent ce soir, c'est quoi le message? Bon, le message, c'est que nous aimons ce pays. Les Maliens ont différentes capacités. J'ai eu l'habitude de dire que la compétence ne se décrète pas. Ma décision et ma résolution pour moi-même, c'est au lieu de critiquer vainement et vilement, il faut produire, il faut proposer. Pendant cette période de très grande difficulté pour les Maliens, que font les forces vives de la nation?
Pour ma part, certains critiquent à tort que les activités humanitaires que je finance au Mali proviennent des religieux. De quel religieux? Il parle de quel religieux? Je suis sûr qu'il parle peut-être des membres de ma confession. Okay. Mais c'est de l'ignorance. Et donc, je n'accorde pas de dignité à ces propos injustes et injustifiés. Okay. Et donc, mais ce qui importe pour moi, c'est l'impact que nous pouvons avoir en tant que force vive de la nation sur nos communautés. Allez-y demander aujourd'hui à Kartani, dans la région de Kita, ou à Moromoro, ou à Labata, où, grâce à l'effort que nous consentissons, que ces populations nourrissent maintenant un plus grand sentiment d'appartenance à l'État, parce qu'avant, il n'y avait aucune intervention étatique. À Karagouan, à Kangourou, dans la région de Sikasso, dans le cercle de Kadiolo et dans la commune de Misseni. Labata, qui est à la frontière guinéenne, connaît sa première école en dur, où j'ai trouvé les élèves dans des conditions extrêmement difficiles, critiques d'ailleurs. Les villages qui auraient pu être délocalisés aujourd'hui ont leur source d'approvisionnement en eau potable grâce à nos actions. Et donc, sans prendre à nous qui ne sommes pas payés par l'État, qui ne puisent pas dans les caisses de l'État, est une fuite en avant. Tout ce que nous le faisons en tant que citoyens privés du Mali. Je ne suis pas payé par les contribuables en ce moment. C'est vrai que le Mali s'est investi à moi. Et j'en serai toujours reconnaissant. C'est aussi le sens de mon combat. J'aimerais que les Maliens comprennent que la divergence de vue ne fait pas de nous des ennemis. Benika Yechogodo, Benika Famuchogodo, Ote Ambo Keleyakono, Du Kelenkono, Bete Famuke Chogo Kelena, Du Kelenkono, Beka Famuti Kele. Mais ne pas fait qu'un minfo, Fanga min fleni, ni abe Asemi Bolobi. Ni ya ambi kuma, anti kuma parce que Asemi Kagwani. Ambi kuma parce que Wale min kera, o jaranye, Wale o goaranye, Wale min kera an hakila, o te jama famba nafa. Fanga dabora jama nafa de kama. Fanga te se ka ke gleki baye ka du yere kana. Fanga te se ka ke limuru baye ka bisi yere da. Fanga o fanga na nyina na fartalo ko. Fanga o fanga na nyina na friato ko. Fanga o fanga na nyina na desabarato ko. Ala bo fanga barkaba. Sika shitala. Donc mo ka sabali. Anka nyogon lame. Anka critiqueu lame. Wajibi ni bi furba fen kuna. Ibe ladi. Antou ladi parce que ou ira kunko do walu ga du ko do. Ambu ladi parce que bi jama de kuna bi furba fen de kuna wa on de be usara la ka ke an kuna. Mais labani muni. Oui ka fo ambe domina ko bi. An ka demembe ka se du hake moma. Ina fo kinya kofe. Dugu do be ko ngana. Dugu dawlama de do. Murbo Keita ni dugu nujena. Ne sako ye Mali dugu caman ka misali ta ngana kan. Labɛn mun sabatilen be bɛn ani labɛn o kɛlen bɛ ka o dugu in bila Mali dugu caman ye jiko la, kuranko la, kalanko la, kɛnɛyako la. Bɛn ani labɛn sabatilen bɛ ngana. Mɛ nganakaw fo ka ressortissant wula ka sema u ye invité ka taa bɔ u ka dugu la. N selen ye nye min ye o la n ko an seko ye fɛn o fɛn n b'o k'u ye u ko a ma an bɛ don min na ko bi jiko t'an na kuranko t'an na kɛnɛyasoko t'an na mais an ka ekɔlidenw ka ca dugu denmisɛnnin bɛɛ de bɛ don kalanso la an mago bɛ kalanso 3 la 3 salles de classe n k'u ma je vais vous aider
an bɛ yɔrɔ min na bi n'ala sɔnna dɔgɔ fana wɛrɛ tɔli bɛna da o 3 salles de classe direction ani ɲɛgɛn kunna ka d'u ma. Ok. Oui, merci Yesamake. Yesamake, vous avez fini vos derniers mots en langue bamanakan, donc pour ceux, les téléspectateurs qui n'ont pas compris, je dis clairement que vous dites que tout pouvoir, je résume pour les téléspectateurs non maliens, parce que ici à Bamako ou à l'intérieur, tout le monde parle bamanakan, donc vous dites tout pouvoir qui ne pense pas, qui ne se soucie pas des pauvres, des déshérités, des orphelins, et tout pouvoir qui n'écoute pas, c'est-à-dire les voix critiques, est un pouvoir qui n'a pas d'avenir, donc et que vous critiquez non pas parce que vous êtes contre les autorités de la transition, mais vous critiquez parce que ces autorités de la transition sont dans une fonction publique, c'est le service public, donc c'est dans ce sens-là, et que vous portez vos critiques parce qu'ils sont dans l'action publique et que vos critiques ne sont pas adressées contre leur personne. Votre souci sur le Mali, c'est servir le Mali. Vous avez pu aussi l'exemple de cette belle ville, cette belle dynamique, Ngana. Ils tiennent beaucoup à la prononciation du nom de leur village. Ngana. Voilà, donc c'est une ville que vous avez cité un exemple parce que pour vous aujourd'hui, en termes d'infrastructure, et que cette belle ville du Mali aujourd'hui, en termes d'entente, en termes de réconciliation, et des enfants qui sont partis à l'école, en termes de soins, et c'est pour vous, c'est un exemple et qui doit faire tache d'huile. Et puis vous dites que c'est Modibo Keïta qui avait, qui a dès les premières années s'est intéressé à cette ville et qu'aujourd'hui cette ville est sur la voie du développement. Vous aussi, vous avez contribué avec la construction de 3 classes. Voilà, donc voici l'essentiel de ce qu'a dit son Excellence Yesamake. Merci. Donc, je pense que j'ai été fidèle. Absolument, je suis impressionné, très impressionné. Merci beaucoup. J'ai été porté. D'accord. Merci beaucoup. Yesamake, c'est un plaisir de partager cet entretien avec vous. Passez ici quand vous le voulez. C'est que souvent vous êtes en déplacement, mais à chaque fois que vous êtes de passage, vous considérez porter vous exprimer sur les questions d'actualité, sur vos activités, surtout vos activités humanitaires. N'hésitez pas à être sur ce plateau. Nous sommes là pour vous écouter tout le monde. Merci. Bon voyage, Son Excellence. Merci bien. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Joliba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h et le samedi à midi à 00. Rendez-vous est pris à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission en toute liberté. Au revoir. Liberté.